Alors, donc, les nouveautés de la version 2 de Climessence. Donc, je vais vous présenter un certain nombre d'évolutions. La première d'entre elles, ce sera l'évolution des données climatiques en elles-mêmes, c'est-à-dire l'entrée du modèle ICE. Ensuite, nous parlerons de l'évolution de la carte de réservoir utile que nous avons également fait évoluer avec cette version. Nous parlerons de l'évolution des données de présence des espèces à l'échelle européenne qui sont prises en compte dans le modèle. Et nous passerons un certain temps sur l'évolution peut-être principale finalement, qui est l'évolution des scénarios climatiques, proposés, qui passent à une approche par niveau de réchauffement que j'expliquerai, un peu plus en détail, avec le but en particulier de prendre en compte la TRAC, la trajectoire, d'adaptation au changement climatique, adoptée par l'État français, il y a quelques années. Et puis on finira sur les scénarios retenus finalement, dans le site internet avec, ces différentes approches. Et puis je ferai alors une démonstration très courte pour montrer, les impacts, dans l'ergonomie du site de ces changements. Alors commençons par l'évolution des données climatiques, d'entrée. Hem, En fait, le principal, changement, c'est qu'on passe donc au scénario du 6e rapport du GIEC, qui a été publié en 2023. Donc c'est l'exercice qui s'appelle, CMIP6, l'exercice d'intercomparaison des modèles numéro 6. Et si on veut regarder un peu ce que ça donne, vous avez, sur ce graphique, donc, en ordonnée, vous avez l'augmentation des températures, par rapport à la période pré-industrielle et donc en abscisse les années. Et donc vous voyez en traits pointillés les anciennes trajectoires, celles du rapport 5 et en traits pleins, les nouvelles trajectoires, celles du rapport 6. Donc vous voyez forcément qu'il y a une légère augmentation du fait que le temps a passé, donc, les émissions ont continué à s'accumuler un petit peu. Et puis, par ailleurs, vous voyez apparaître en rouge vif la, SSP3 7.0 qui est donc une nouvelle trajectoire, qui est la nouvelle trajectoire tendancielle, qui a donc été ajoutée, lors de ce rapport 6. Alors du coup, la conséquence de ce changement de données, c'est qu'on a changé la version de la source de données d'entrée. Donc on utilise en termes de données climatiques les données du site SHILSA, qui est, un site qui, à partir des données climatiques mondiales, fait une descente d'échelle au kilomètre. Et donc, nous sommes passés à la version 2 qui prend en compte ces scénarios, correspondants. Donc une petite illustration là, donc à gauche, donc pour un indicateur qui est le déficit hydrique là, donc c'est l'écart de déficit hydrique pour la France. Donc à gauche, vous avez, la carte, des déficits hydriques avant, la mise à jour. À droite, si vous avez 2 la version après mise à jour et puis à titre indicatif, nous avons mis au milieu la carte Aurélie qui est la carte d'observation, française de Météo France. Alors, je ne vais pas détailler l'explication de ces cartes, car un rapport, détaillé sera fourni d'ici la fin de l'année, sur ce sujet. Mais en gros, structurellement, les données s'améliorent, c'est-à-dire que les données satellitaires et d'observation prises en compte sont plus riches et plus précises et quand on fait les comparaisons, des cartes, on est mieux corrélé, aux données Météo France Aurélie. Alors, petite remarque en passant quand même, on avait déjà et on a toujours un petit problème sur la Corse qui est, malheureusement un petit peu, assez mal modélisé, dans, ces données chez sur la partie sol, en particulier la partie réservoir utile qui est utilisée pour le calcul de l'indicateur de déficit hydrique, nous avons également, pu faire une évolution, heu, puisque nous avons désormais à disposition les cartes DONE-SOL, qui sont des cartes plus précises et qui prennent en compte plus de fausses pédologiques forestières à l'échelle de la France. Et donc ce que nous avons fait, c'est que nous sommes passés de la carte que nous utilisions en version 1, qui était la carte européenne, au kilomètre, Global Soil Map. Pour la France, nous avons remplacé ces données par les données d'ONSOL qui sont plus fines. Donc là, vous voyez à gauche et à droite les cartes de réservoirs utiles. En rouge, c'est que les réserves sont faibles, en bleu, elles sont fortes. Et donc, vous voyez quand même une évolution assez forte, en particulier sur le Massif central et la partie ouest de la France. Sur les données de présence d'espèces, donc qui nous permettent de caler les seuils pour chaque espèce et donc de définir les limites de chaque espèce, nous avons enrichi le jeu de données par rapport à la version précédente. Donc la base reste la même, c'est-à-dire c'est en les points noirs, c'est les jeux de la base de données EU-FOREST, qui est une initiative de regroupement des inventaires européens, à la maille kilométrique. Mais pour les pays pour lesquels c'était possible, nous avons, remplacé ces données, qui commencent à dater un petit peu par, les nouvelles données récentes. Donc tout ce que nous avons pu faire pour, l'inventaire forestier français bien sûr, espagnol, italien, roumain. Donc on a pu avoir les données complètes d'inventaire sur tous ces pays-là.
Et puis on a ajouté également, particulier pour les essences un peu plus rares, les arboretums et enquêtes essences atypiques sur l'ensemble du territoire français, ce qui nous a permis de densifier un petit peu le nombre de points pour les essences un peu plus rares. Donc ce jeu est un peu enrichi et ce qui parmi toutes les essences possibles, toutes les essences disponibles dans ce jeu de données consolidées, on n'a pas tout gardé. On a éliminé toutes les essences qui avaient moins de 100 points de présence sur l'ensemble de l'Europe, parce qu'on considère qu'en dessous de 100 points, c'est un peu juste pour caler, des seuils. Et puis on a également éliminé toutes les essences pour lesquelles, l'aire géographique était clairement trop réduite pour garantir un bon calage des seuils. C'est-à-dire que, la distribution observée de l'essence, ne permettait pas, d'atteindre de façon évidente les seuils de sécheresse ou de froid. Donc c'est très souvent le cas d'essences plutôt introduites, hein, qui ne couvrent pas toute leur aire potentielle. Et donc, on a fait une sélection pour ne présenter que des données pour lesquelles on est à peu près sûr que les seuils peuvent être calés correctement à l'échelle de l'Europe. La conséquence sur les essences disponibles, donc en version 1, on avait 61 espèces IKS, et ben nous passons donc à 74. Donc on a un gain de 13 essences supplémentaires en total. En réalité, ces chiffres cachent la disparition de certaines espèces, qui après analyse semblaient un peu justes en termes de calage de seuil. Donc voilà donc 3 essences spécifiques et puis nous avons, dû retirer les pins noirs. Malheureusement, les pins noirs dans les données dont nous disposons ne sont pas séparés, entre eux et donc, le calage de seuil sur l'ensemble des pins noirs tout mélangés n'a pas trop de sens. Donc, nous n'avons pas la possibilité de les fournir de façon fiable. Et à l'inverse, nous avons de nouvelles essences disponibles dont je mets la liste ici, que vous retrouverez sur le site, qui sont toutes les essences qu'on a pu ajouter parce que le nombre de points a augmenté. Maintenant, nous allons parler des scénarios climatiques, et en particulier, nous allons parler de l'approche par niveau de réchauffement, donc il y a quelque chose de nouveau dans cette version. Alors petit rappel, hein, comment sont construites les projections climatiques futures, par les instituts météorologiques? Donc en fait, on part d'hypothèses, donc là à gauche, vous avez un graphique sur les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, donc on part d'hypothèses sur la concentration de CO2, et autres gaz à effet de serre, selon différentes hypothèses. À partir de ces hypothèses de CO2, on applique des modèles climatiques et qui sont des modèles globaux, à assez grande maille et ces modèles, donc il y en a tout un tas, hein, chaque institut météo dans le monde quasiment, a un ou plusieurs modèles et une fois qu'on a fait tourner ces modèles, on obtient donc des faisceaux de projection, c'est-à-dire des trajectoires moyennes, mais surtout, la valeur de chaque modèle individuel et donc c'est ce que représente sur le graphe de droite les faisceaux, en rouge et en bleu, qui sont finalement l'ensemble de la gamme couverte par toutes les simulations de tous les modèles. Donc ça, c'est la façon de procéder classique et donc avec le 6e rapport, le GIEC a introduit une nouvelle approche, une approche par niveau de réchauffement. Donc dans l'approche classique, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on a des trajectoires et tout simplement, on fait pour chaque date la moyenne de tous les modèles, de la trajectoire et ça nous donne une trajectoire, dans le temps. Dans l'approche par niveau de réchauffement, on fait différemment. Dans l'approche par niveau de réchauffement, ce qu'on va faire, c'est qu'on commence par fixer un niveau de réchauffement de référence. Par exemple, on va dire: «Je fixe un niveau de réchauffement à 4°, plus 4° par rapport à la période, pré-industrielle». Donc c'est un objectif qui est un objectif politique, un objectif d'adaptation, par exemple. Et à partir de ce seuil, de ce niveau de réchauffement de référence, on va déterminer à quel moment chaque modèle, chaque simulation atteint ce niveau. Donc peut-être que le modèle 1 va l'atteindre en 2050 et le modèle 2 en 2067. Et donc on va regarder pour chaque modèle ce qu'on appelle l'année pivot, c'est-à-dire l'année à laquelle ce niveau de réchauffement est atteint. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire la moyenne de tous ces modèles, pour le même niveau de réchauffement, mais du coup pour des années différentes. Je vais expliquer ça avec des graphiques un petit peu plus en détail juste après. Alors l'intérêt de cette approche, c'est que ça permet de comparer, les choses, même si les scénarios, les modèles évoluent dans le temps, d'un rapport à l'autre, puisqu'on est toujours à niveau de réchauffement égal. Et le GIEC a démontré, que, les impacts sont surtout liés au niveau de réchauffement, pas tellement, à la trajectoire qui y mène. L'autre intérêt, c'est que du coup, c'est très cohérent avec les objectifs politiques d'adaptation. Ça permet de parler le même langage entre les simulations et les stratégies politiques. Et puis ça a aussi l'avantage de différencier, d'une part, les incertitudes, qui sont liées, aux différences entre tous les modèles climatiques, donc le côté, incertitude de modélisation.
de l'incertitude sur l'intensité du réchauffement lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en quantité. Alors, je vais redétailler un petit peu tout ça pour être sûr que ce soit bien clair. Donc je vais simplifier, on va regarder, donc là, si vous avez le faisceau des différentes trajectoires, je vais en prendre une, je vais prendre justement la 7.0 là. On va regarder un peu ce qui se passe. Donc dans une approche classique, donc autour de cette trajectoire, en fait, chaque modèle donne, une trajectoire différente, modèle 1, 2, 3, 4. En réalité, il y en a beaucoup plus, hein, il y en a à peu près 80 des modèles. Et donc chacun a sa propre simulation qui est liée à ses hypothèses, et à son fonctionnement. Et donc pour obtenir la trajectoire moyenne, qu'est-ce qu'on fait? Bah, pour chaque date, on va regarder la valeur de chaque modèle et on fait la moyenne tout simplement. Et on fait ça pour différentes dates et ça nous donne une trajectoire. Donc ça, c'est l'approche classique par trajectoire où chaque moyenne est bien associée à une date précise qui est la date à laquelle on fait la moyenne. Dans l'approche par niveau de réchauffement, on va procéder autrement. Donc on choisit un niveau de réchauffement, donc par exemple plus 3 degrés, de réchauffement mondial et on va regarder finalement à quel moment chaque modèle atteint ce niveau de réchauffement. Et donc chaque modèle l'atteint à une année différente qu'on appelle l'année pivot. Et du coup, la moyenne, elle va se faire cette fois entre, tous ces modèles qui atteignent le même niveau de réchauffement, mais à des moments différents en termes de simulation. Alors bien sûr, en termes de réchauffement, la moyenne, c'est forcément le niveau qu'on a fixé, mais par contre, sur toutes les autres variables, précipitations, vent et autres, ça peut forcément la moyenne est plus intéressante. Donc dans cette approche par niveau de réchauffement, les niveaux sont fixés a priori en fonction de stratégies d'adaptation. Du coup, il n'y a pas vraiment d'années réelles qui correspondent à ce niveau. On peut le placer un peu, où on veut en termes de politique et parce que cette année dépend du modèle d'origine de la donnée et c'est finalement la stratégie d'adaptation en elle-même, c'est-à-dire la décision politique qui va dire: «On se donne, une année cible pour chacun de ces niveaux». C'est-à-dire on fait on souhaite s'adapter à +4 degrés pour tel horizon temporel. Voilà, donc c'est une inversion un petit peu du raisonnement qui a été proposé par le GIEC parce que, pourquoi on va vers ça? Parce que l'adaptation prend une place de plus importante dans les stratégies politiques, là où il y a quelques années, on était très centré sur l'atténuation et pour le faire dans de bonnes conditions en termes de négociation et d'indication, il fallait une approche qui soit, homogène. Alors, comment ça s'applique concrètement à notre cas? En France, donc, il y a la TRAC, la trajectoire d'adaptation au changement climatique, qui a été adoptée par l'État et qui donc a choisi d'adopter cette approche par niveau de réchauffement. Alors, qu'est-ce que c'est que la TRAC? La TRAC, c'est, on choisit une trajectoire d'adaptation, c'est-à-dire on se donne des objectifs politiques d'adaptation en France qui correspondent à à un certain niveau de réchauffement à certaines dates. Donc l'hypothèse sous-jacente, c'est quoi? C'est l'hypothèse du réchauffement mondial qui se poursuit et se stabilise à +3 degrés au niveau mondial, en 2100, par rapport à l'ère préindustrielle, ce qui, en France, représente à peu près +4 degrés de réchauffement moyen sur la France métropolitaine. Donc à quoi il correspond ce scénario? C'est la poursuite des politiques mondiales existantes sans mesures additionnelles. C'est-à-dire ce à quoi les États se sont déjà engagés aujourd'hui, sans faire plus que ça. Mais ça sous-entend que les États respectent cette politique. Alors, concrètement, au niveau mondial, cette trajectoire, elle se place avec des niveaux, en 2050 à 2 degrés mondiaux et 3 degrés en 2100, ce qui correspond en France à +2,7 degrés et 4 degrés en 2100. Pour donner une indication, un petit peu des repères, ça signifie, le climat de Rome à Lyon, le climat de Montpellier à Paris et le climat de Valence à Toulouse. Voilà, donc ça vous donne un peu des idées. Plus 4 degrés, c'est pas anodin, c'est déjà un réchauffement, assez significatif. Plus 4 degrés en France. Alors, comment se place cette trajectoire TRAC? Donc, si on le place par rapport maintenant aux trajectoires du GIEC, hein, donc les fameuses SSP, et ben, en fait, la TRAC, elle se situe pas très loin de la SSP2 4.5, heu, du GIEC. Donc, c'est-à-dire qu'elle est à peu près au milieu du faisceau de projection, heu, international. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a retenu comme scénario à partir de ces éléments, dans, Climessence? Donc bien sûr, on est passé à cette approche par niveau de réchauffement pour être cohérent avec la TRAC, qui est quand même la trajectoire d'adaptation officielle de l'État. Hem, mais dans notre cas, on n'a pas pu utiliser le jeu de données standard TRAC de Météo France, qui s'appelle Explore 2, pour 2 raisons. La première, c'est que le modèle IKS travaille à l'échelle de l'Europe, alors que le jeu de données officiel de la TRAC, travaille que sur la France. Et puis, dans IKS, on travaille à la résolution kilométrique, alors que, la carte, enfin les données TRAC, officielles sont à 8 kilomètres.
Donc qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a refait les calculs sur nos données Shilza. Donc on a appliqué la même méthode que le jeu de données Météo France, mais sur nos données Europe, à l'échelle kilométrique, et on a fait ça avec un très fort appui de Météo France. On a eu beaucoup d'échanges avec eux sur comment le faire au mieux, et puis on travaille aussi pour la suite, pour essayer dans le futur de converger. Et du coup, il y aura un rapport, d'ici la fin 2025 qui, proposera une comparaison de ces données climatiques d'entrée entre le jeu de données Explore 2, qui est le jeu de données officiel Météo France, et celui qu'on a utilisé dans lequel. En termes de scénario retenu, alors déjà, juste pour info, la période de référence qu'on appelle toujours actuelle, sur le site, c'est 81-2010, donc c'est plus un passé récent que vraiment l'actuel. Et puis sur les scénarios futurs, bah, donc bien sûr, on a les scénarios de la track, donc on propose l'objectif track 2050 qui correspond à donc plus 2,7 degrés de réchauffement en France hexagonale, c'est-à-dire 2 degrés au niveau mondial. Et puis l'objectif track 2100, plus 4 degrés en France hexagonale, qui correspond au niveau mondial à 3 degrés. Mais on a souhaité également dans le site, comme on l'avait fait en version 1, conserver l'ensemble du faisceau climatique du GIEC, et donc on propose également un niveau de réchauffement à plus 6,5 degrés en France hexagonale, qui est en gros, l'équivalent du réchauffement atteint en 2100 par la trajectoire la plus sévère, la trajectoire 8.5. Et à titre informatif, pour les gens qui ont accès au mode expert, il y a également un niveau intermédiaire à 4.8 qui correspond à la SFSP 7.0. Ce niveau n'a pas été proposé en mode standard pour des raisons d'ergonomie. Il n'y avait pas assez de place pour rajouter une carte en plus, alors qu'en mode expert, on choisit en détail chaque carte, donc on peut se permettre d'avoir un peu plus de scénarios. Alors si on illustre ça par rapport aux trajectoires, donc là, vous avez donc les trajectoires du GIEC. En gris, c'est les scénarios actuellement présents sur le site internet, enfin non, précédemment présents dans le site internet en version 1. Et donc en version 2, nous avons donc la track à plus 2,7 en 2050, plus 4 degrés en 2100, et un niveau supplémentaire assez proche du niveau 8.5, et en mode expert, un niveau assez proche de la 7.0. Conséquences sur le site, donc tous ces changements ont un impact assez, fort sur les données, puisque toutes les cartes forcément sont modifiées, toutes les données sont modifiées. Alors elles sont modifiées, mais les grandes tendances restent stables, hein, c'est-à-dire que ça ne va pas non plus changer du tout au tout, pour les espèces, mais il peut y avoir des changements locaux ou régionaux, heu, un petit peu, mais la tendance globale sur la France reste quand même assez stable. On réduit le nombre de scénarios, c'est-à-dire que du fait des choix de passage à niveau d'achoppement, en fait, on divise par 2 le nombre de scénarios en mode standard, ce qui se traduit concrètement par le fait que vous n'aurez plus le bouton horizon temporel. Avant, vous pouviez choisir entre 2050 et 2070, bah, là, vous auriez un seul écran où il y a toutes les cartes. Ce qui permet donc d'avoir toutes les cartes dans un seul écran et de ne pas se perdre dans, trop de cartes. Par contre, au-delà de ça, il y a assez peu d'évolution de l'interface utilisateur, et pour ceux qui l'utilisaient, vous ne devriez être pas trop perdu dans la navigation. Donc et puis on a corrigé quelques bugs également. Certains d'entre vous avaient peut-être des problèmes d'affichage des départements qui manquaient sur certaines cartes. Ce bug a été corrigé, puis quelques autres également. Alors une petite démonstration, sur le site, hem, Imessence, mais rapide. En fait, donc vous voyez le site en lui-même n'a pas changé, hein. Vous avez toujours vos menus, avec les fiches et les différents, modules IKS. Et si je prends par exemple la compatibilité climatique, bah, le principal changement, c'est que dans le sélecteur ici, vous aviez avant l'horizon temporel, bah, il n'est plus là. Vous n'avez plus qu'à choisir l'espèce, et c'est tout. Heu, donc voilà, et c'est l'autre changement, assez simple, c'est bien sûr les trajectoires présentées, les scénarios présentés avec donc le scénario track 2050, le scénario track 2100, et puis le scénario plafond 2100, 8.5. Voilà, mais sinon le reste du site, n'évolue pas. Donc on a choisi de garder l'ergonomie la plus homogène possible, mais en adaptant les nouvelles données. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et donc nous allons ouvrir une session de questions.